Salam alaikum, Zulfillaoun. Bonsoir. La femme est l'avenir de l'homme, a dit le poète. Et la désormais formule consacrée affirme qu'elle est sa douce moitié. En fait, les statistiques nous apprennent que les femmes sont bien plus que cela. D'abord, que certaines parmi elles sont en train de bouleverser toutes les données, de franchir toutes les vieilles barrières, au moment où des centaines de millions d'autres subissent une indicible oppression, une régression à peine imaginable pour la plupart des gens. Sinon, en termes de chiffres, les femmes sont vraiment la moitié de l'humanité, puisqu'en dehors de quelques minimes variations, il y a, à quelque chose près, le même nombre de femmes que d'hommes sur la Terre. Les naissances masculines sont un petit peu plus nombreuses, mais la moyenne s'équilibre avec le temps puisque l'espérance de vie est un peu meilleure chez les femmes. Elles sont plus de 3,7 milliards et représentent environ 49,5% du nombre total des êtres humains sur Terre. Mais si les femmes et les hommes sont globalement égaux en chiffres, même si dans certains pays il existe de très importants déséquilibres, la parité s'arrête là. Le nombre de femmes est à peu près égal au nombre d'hommes, c'est leur seule égalité. Sinon, ce qui ne fait pas de doute est que la femme est presque toujours l'objet de discriminations diverses et variées, y compris dans les pays les plus développés, même s'il n'y a pas de comparaison possible entre ces derniers et les pays les plus pauvres, où la femme est souvent ravalée à des statuts et des situations qui sont parfois à la limite de l'esclavage. Dans les sociétés dites conservatrices, et pas seulement en terre d'islam, contrairement aux idées reçues et aux idées inséminées, la femme est souvent investie de la très lourde charge de gardienne des traditions. Un statut dont elle se passerait bien, parfois, puisqu'il se transforme bien souvent en carcan, en camisole sociale où elle est enfermée à vie, sans aucune possibilité pour elle de pouvoir s'en libérer. Si elle ne veut pas se retrouver dans un rôle de paria, de femme qui a violé les consensus matriciels, voire même qui a transgressé les commandements divins, les tabous, dans des sociétés où ceux-ci sont forgés en fonction des humeurs culturelles et sociétales souvent irraisonnées. Dans ces sociétés culturellement figées, qui tâtonnent au milieu d'un regain de religiosité bien plus formel que spirituel, livrés pieds et poings liés à des prédicateurs obtus ou à des gardiens du temple inflexibles, la représentation de la femme est souvent confinée à un rôle d'objet sexuel, qu'il faut absolument soustraire au regard concupiscent. Sur l'autre rive, dans ces pays occidentaux où le niveau de vie est le plus élevé au monde, le sort des femmes n'est plus enviable que comparé à leurs sœurs des pays du Sud. Dans l'absolu, et comparé à celui des hommes, de leurs compatriotes masculins, elles sont tout autant discriminées de mille et une manières, même si c'est de façon moins brutale, moins outrancière, moins visible. Même si ces sociétés y mettent un peu de forme et beaucoup d'hypocrisie. L'un dans l'autre, et toute proportion gardée, bien sûr, sous ces latitudes aussi, en Occident, la femme est perçue, elle aussi, en objet sexuel, de façon tout aussi inavouée, à la différence, avec les pays du Sud, qu'elle n'est pas soustraite au regard concupiscent. Bien au contraire, elle y est surexposée, sous les formes les plus variées qui puissent s'imaginer, jusqu'à se servir de son corps dénudé, dans des attitudes souvent très suggestives, pour faire de la réclame à des produits qui n'ont rien à voir avec le sexe, comme de vendre une automobile ou de faire passer un clip musical. Au prétexte de canons esthétiques différents
La femme y est outrancièrement exploitée, exposée à des fantasmes et d'autres, dans une sorte de frénésie consumériste. Mais sinon, hormis ce mode d'emploi et l'autre, que l'on fait de l'image de la femme et des représentations où elle est emmurée, des usages qui semblent radicalement opposés l'un à l'autre sont en fait et en réalité inspirés des mêmes fantasmes refoulés. La femme est tout aussi discriminée au sud comme au nord de la planète, utilisée à l'insu de son plein gré comme une image fantasmée. Et si c'est moins excessif au nord, moins visible, moins primitif, moins révoltant à la limite, c'est juste pour une question de moyens matériels. On ne discrimine pas de la même manière ses semblables, selon qu'on crève de faim ou que ses poubelles regorgent de victuailles quand on change de smartphone et de voiture sans raison impérieuse, et où les vacances se déclinent avec les saisons entre croisières vers les îles et ski dans les Alpes. On est plus galant dans de telles conditions. Un luxe sous d'autres latitudes. Mais nous ne pouvons pas ne pas admettre que même si les effets pervers de l'évolution du statut de la femme sont innombrables en Occident, celle-ci est infiniment mieux lotie que la femme du Sud. Il n'y a pas de comparaison possible, sauf pour les femmes du Sud qui appartiennent à des statuts sociaux relativement privilégiés, avec malheureusement le revers de la médaille qui distingue les situations de ces femmes relativement favorisées. Elles sont généralement du copier-coller en série de leurs semblables occidentales, parfois de façon qui frise le mimétisme, jusqu'à l'usage de langues qui ne sont pas les leurs, jusqu'à l'adoption d'un mode de vie cloné sur l'Occident, signe bien souvent revendiqué d'appartenance et d'affirmation à des statuts sociaux privilégiés. Je parle occidental, je m'habille occidental, je pense occidental, donc je suis au-dessus du panier social. Cela est souvent très mal perçu par les conservateurs de tout poil, c'est le cas de le dire, mais force est de reconnaître que pour beaucoup de femmes, cette aliénation de son identité à la culture et au mode de vie occidental est infiniment plus enviable que le joug conservateur qui asservit de façon souvent intolérable la vie de leurs autres compatriotes féminines, de leur naissance à leur mort. Enfin, je voulais vous poser une question. Savez-vous pourquoi il n'y a pas de journée internationale de l'homme? Non, vous ne savez pas? Vous ne savez pas pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que quelque chose, et plutôt quelque part, les hommes doivent sentir confusément qu'ils sont du côté du manche, celui des oppresseurs. Mais ne désespérons pas, un jour viendra peut-être où nous commémorerons aussi la journée internationale des vrais hommes, ceux qui n'oppriment pas les plus faibles. Aujourd'hui. Liberté. Malgré l'adoption de quelques textes progressistes, femmes, long combat, petits acquis. Le matin, Algérie. 8 mars, journée de l'esclave, halte à la tyrannie des femmes, par Sid Lakhdar Boumediene. TSA. La majorité des cas de divorce sont dus à des répudiations, par Hajer Gnenfa. Alors, avec nous aujourd'hui, pour parler de tout ça, Zoubida Assoul, avocate et présidente de l'UCP, qui nous parlera depuis Alger. Aziz, mère de disparus forcés, qui est à Alger aussi. Hudna Bennani, présidente de l'ADFM, Association démocratique des femmes du Maroc. Et Sonia Zakraoui, universitaire et militante politique, qui nous parle depuis Tunis. Zoubida Assoul, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Suzanne. Bonsoir. Bonsoir. Alors, que vous inspire donc la commémoration de cette journée? D'ailleurs, on dit journée mondiale ou journée internationale de la femme? Merci. D'abord, c'est une journée internationale de la femme. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Internationale ou mondiale, en fait, elle concerne toutes les femmes du monde.
Très bien. Parce qu'on a trouvé les deux appellations et on ne savait plus laquelle était celle officielle. Mais ce n'est pas tellement important en fait. Elles sont valables. Elles sont valables toutes les deux parce que le mode de fonctionnement international maintenant, ou bien vous dites international ou mondial, ça donne le même Absolument, absolument. C'est chercher des poules sur la tête d'un chauve. Sinon, voilà. Zobeida Assoul, en Algérie particulièrement, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur les droits des femmes? Est-ce que la femme est... moi, j'aurais préféré qu'ils disent la journée internationale des femmes plutôt que de la femme, mais enfin. Est-ce que vous pensez que les femmes algériennes sont des citoyennes à part entière? D'accord. D'abord, la journée mondiale de la femme ou internationale de la femme, c'est une journée en fait où on rend hommage à toutes les femmes combattantes qui ont toujours lutté pour que la femme devienne citoyenne à part entière à travers le monde. Ça fait plus d'un siècle et 15 ans, que les femmes se sont soulevées contre justement l'esclavagisme, contre le mépris, contre la discrimination de toute forme qu'elles subissaient de la part des hommes. Donc c'est une journée dans laquelle on rend hommage. Deuxièmement, c'est une journée justement où on fait un peu le point. C'est une halte où on regarde un peu chaque pays selon les avancées qu'il fait sur le plan d'abord du droit. Est-ce que vraiment la législation est en avant-garde pour mettre la femme comme un citoyen à part entière et qu'est-ce qui a été réalisé sur le terrain entre ce qui est dicté dans les lois et ce qui se fait sur le terrain. Pour l'Algérie, je pense que la chance qu'a eue la femme algérienne, c'est que depuis très longtemps, d'abord nous en Algérie, on n'a pas attendu de la journée mondiale ou internationale de la femme pour que la femme se soulève. Rappelez-vous, dans l'histoire profonde de l'Algérie et l'histoire qui remonte à plusieurs siècles, la femme en Algérie était reine, la Karima était reine, Lella Fatima Nsoumar était une guerrière, les femmes moujahidètes qui ont pris le maquis et qui ont combattu le colonialisme pour que l'Algérie puisse se recouvrir son indépendance. Donc, si vous voulez, ça remonte à très loin. Depuis l'indépendance, on a eu aussi la chance, il y avait des hommes politiques à l'époque qui croyaient que les femmes algériennes étaient des citoyennes à part entière. Et donc, c'est pourquoi, depuis la Constitution de 63, toutes les constitutions consacrent le principe de l'égalité des droits des citoyennes et des citoyens devant les lois. Maintenant, c'est vrai, sur le terrain, il y a des textes, il y a encore des pratiques qui sont tout à fait en contradiction avec ce principe-là énoncé. Et il y a aussi un principe fondamental dans nos constitutions, y compris actuelles, c'est qu'il est interdit de discriminer les femmes, d'avoir toute forme de discrimination qui est basée sur... Oui, mais ça reste un principe... Ça reste un principe général, juste comme ça, moral, mais dans les faits, dans la réalité, est-ce que la femme algérienne, la citoyenne algérienne, est exactement égale à son compatriote homme algérien? Non, pas tout à fait, pas tout à fait. Il reste beaucoup de choses à faire, mais c'est vrai qu'il faut être aussi objectif et de dire les femmes algériennes quand même, quand elles ont décidé de s'instruire, elles se sont instruites. Et aujourd'hui, on voit le résultat, il est là. Et les femmes sont nettement supérieures dans tous les niveaux des examens à l'université. Moi, j'ai été étonné d'apprendre que le nombre de diplômés, le nombre de diplômés femmes était supérieur aux diplômés hommes. Ça m'a sidéré. Ah, tout à fait, absolument. Et non seulement il est supérieur, mais même en termes de qualité, vous prenez par exemple le corps de la magistrature. Actuellement, dans le corps supérieur de la magistrature, il y a pratiquement la parité, plus de 50% des élèves magistrats sont femmes, mais en plus, les meilleures notes, ce sont les femmes qui viennent au premier rang, l'université aussi, la recherche, dans tous les secteurs. C'est-à-dire qu'en un seul mot, là où on applique la norme de compétence et de méritocratie, les femmes sont les premières.
Là où le bas blesse, c'est que dans le monde politique, dans la politique, dans les postes de décision, les femmes sont encore en nombre nettement inférieur, même si elles sont beaucoup plus compétentes, elles sont plus rigoureuses dans le travail, elles sont plus engagées dans le travail, elles veulent apporter le changement, mais malheureusement, comme la politique est carrément maîtrisée par les hommes, il y a carrément une mainmise des hommes sur la politique, sur les postes de décision, bien entendu. Ce sont eux qui décident pour nous qu'est-ce qu'ils vont donner aux femmes, qui ils vont mettre à leur gré, quoi. Ça dépend des... Restez avec nous, Zoubida Assoul. Je vais faire un tour de micro. Je rappelle que nous prenons nos invités l'une après l'autre en fonction de l'ordre alphabétique. Alors, à présent, Aziz, qui est une invitée habituée du Top 3 et d'El Magharibia d'une façon générale. Merci d'avoir accepté notre invitation, Aziz. Aziz, Aziz, il faut mettre votre téléviseur, le son de votre téléviseur à 0 pour que vous puissiez être avec nous sans retour d'écho. Aziz? Bonsoir, M. Belkenouf, c'est moi qui vous remercie. Merci à vous, Aziz. Alors, je rappelle que vous êtes une maman de disparue forcée. Allô? Oui, Aziz, on vous entend, on vous écoute. Oui, Aziz. Je vous entends très faiblement, M. Belkenouf. Non, j'ai muté ma télévision, mais je vous entends. Restez avec nous, ils vont s'occuper, le soutien technique, les techniciens vont s'occuper des problèmes. Je reviens à vous dans un petit moment, Aziz. À présent, je reçois Hodna Bennani, présidente de l'Association démocratique des femmes du Maroc. Hodna Bennani, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. Alors, oui. J'aimerais d'abord que vous nous présentiez votre association très brièvement. Oui. Alors, l'association, l'ADFM, Association des femmes du Maroc, Association démocratique femmes du Maroc, est une association qui a été créée en 1985 par des femmes de partis politiques qui ne se retrouvaient plus dans les partis politiques et qui voulaient être dans une structure pour un combat pour l'égalité et les droits des femmes. Cette association avait pour but la promotion des droits des femmes et donc elle voulait agir sur les lois, sur la culture, sur les stéréotypes et sur les pratiques. Cette association a travaillé beaucoup surtout sur la participation politique des femmes et il a mené un plaidoyer pendant plusieurs années, ce qui a permis à la femme marocaine d'avoir une participation assez importante au niveau des institutions élues au Maroc, et ça depuis 2002, où un quota a été institué pour permettre la représentation politique des femmes. Comment ça, un quota? Expliquez-nous, Hodna Bennani, un quota comment? Donnez-nous des détails. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de représentation politique des femmes, parce que la politique est réservée aux hommes, il faut trouver des mécanismes pour essayer de casser cette différence de représentation entre les hommes et les femmes. Et donc, dans des instruments internationaux, on peut utiliser des mesures positives pour justement permettre une représentation politique des femmes. Ce qu'on appelle la discrimination positive, en peu de mots. Oui, voilà. Alors, et dans ce cas, une liste nationale a été réservée pour les femmes en 2002, ce qui a permis une représentation politique de 10%. Normalement, le quota est une mesure provisoire, normalement. C'est-à-dire que c'est un processus qui, au bout d'un certain temps, doit permettre une représentation équitable et paritaire des femmes sans passer par la mesure du quota. Actuellement, maintenant en 2015, dans les élections régionales et communales au Maroc, on est arrivé à 30% de représentation politique des femmes, toujours avec des mesures positives, peut-être pas des listes alternées, pas de listes nationales, mais des listes alternées femmes-hommes qui permettent une représentation politique des femmes. Est-ce que ce n'est pas une façon de tordre un peu le bras au machisme ambiant, de forcer un peu
les gens à accepter des femmes dans la pratique politique? Parce que si on attend que la culture change, que les mentalités changent, il va falloir attendre 200 ans peut-être et on n'arrivera pas. Il faut bien que la loi puisse bousculer un petit peu les mentalités. Et je crois que maintenant, les gens acceptent de voter par les femmes. Ils voient des femmes au Parlement, ils voient des femmes ministres, ils voient des femmes ambassadrices. Donc, ils commencent quand même à s'habituer à la présence des femmes en politique. Oui, mais à part, Hodna Benani, à part cette représentation de façade, est-ce qu'il y a réellement un changement dans la situation des femmes au Maroc? Si, quand même, il y a des changements. Peut-être, ce n'est pas encore, c'est des acquis, c'est sûr, ce n'est pas suffisant. Et moi, je pense que c'est un processus. Même dans les pays très développés, je ne pense pas que les femmes ont pu acquérir tous leurs droits à 100%. La violence existe partout dans le monde. La pauvreté touche plus les femmes que les hommes. Il y a des disparités au niveau des salaires, même dans les pays très développés. Donc, pour nous, si on a déjà des acquis, il faudrait capitaliser sur ces acquis et aller de l'avant. Non, mais en termes plus réels, Hodna Benani, ça veut dire plus que les droits, une certaine formalité, j'allais dire. C'est le regard de l'homme maghrébin, marocain, algérien, tunisien, sur sa compatriote maghrébine, marocaine, algérienne, tunisienne. Est-ce que réellement ce regard a changé? Je vais vous donner un exemple. Moi, un jour, j'ai entendu quelqu'un me parler de sa femme. Il m'a dit « Le mara hachakum ». Oui, mais ça, c'est... Vous imaginez un peu? C'est comme s'il avait parlé de... C'est culturel. Des fois, peut-être, les gens le disent par habitude, parce que c'était dans le langage, sans le penser réellement. Peut-être qu'il y a des gens qui le pensent réellement, mais il y a quand même un changement de société. On ne peut pas le nier. Est-ce que le changement de société se constate au niveau de toute la société marocaine ou seulement dans les villes, dans les statuts sociaux tant soit peu privilégiés, par exemple à la campagne, dans le rural? Une société ne peut pas être homogène à 100%. Il y a des idées à tout le monde, il y a bien sûr les conservateurs, il y a les modernistes, il y a les progressistes, c'est normal qu'il y ait des différences. Oui. Mais ce que nous constatons par rapport à la femme, il y a quand même des acquis qu'elle n'avait pas avant. Et donc, nous restons optimistes pour la suite. Restez avec nous, Hodna Benani. J'accueille à présent Sonia Zaghraoui, qui est déjà passée une fois chez nous. Nous avons eu le plaisir de la recevoir. Merci d'être avec nous, Sonia Zaghraoui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Alors, faites-nous un petit survol de la situation de la femme maghrébine. La femme maghrébine ou la femme tunisienne? La femme maghrébine, et vous pourrez après en arriver à la femme tunisienne, bien sûr. Qu'est-ce qu'on aimerait en fait avoir une seule situation de la femme maghrébine dans tout le Maghreb arabe, Maghreb arabe. En fait, c'est ce qu'on voudrait d'ici les 10 prochaines années, avoir un même. Inch'Allah. Inch'Allah. Espérons-le. Alors, espérons bien. Alors, moi, je pense plutôt que si je commence déjà par expliquer un peu ce qui se passe en Tunisie. Très bien. Je pense que la femme tunisienne, quand on la voit de l'extérieur, quand on voit tous les acquis qui ont été vraiment donnés donc à la femme tunisienne depuis l'indépendance, eh ben, on se dit la femme tunisienne jouit de droits. Elle jouit donc d'une position sociale qui est assez développée, assez évoluée. Que la femme tunisienne, elle est des fois même, c'est-à-dire il y a une certaine jalousie. On dit que c'est une femme qui a beaucoup de présence donc dans la scène politique et, et dans la scène sociale. Seulement, je pense que la femme tunisienne, réellement, sur le terrain, il y a encore beaucoup de choses à faire, plein de choses à faire. Alors, les droits, c'est vrai qu'on en a. On a le code du statut personnel qui, aujourd'hui, et depuis l'indépendance, donc, donne à la femme des droits, des acquis, que personne ne peut ni contester, ni toucher, en fait. Par exemple, la Tunisie est le seul pays arabe et musulman au monde où la bigamie est interdite.
Oui, mais vous savez, honnêtement, c'est bon, c'est vraiment vous parlez de la chose dont je n'aime pas parler. En fait, la bigamie, elle est dans la tête, elle n'est pas sur sur le papier. En fait, c'est pas des lois. Mais c'est vrai que la Tunisie, et la femme tunisienne, elle est protégée par la loi et aucun homme tunisien ne peut donc être bigame, ne peut être polygame en fait. Mais ce qu'il y a, c'est que ces lois, pour les appliquer, il faut qu'il y ait une certaine mentalité qui change. Il faut que ces lois aussi s'appliquent sur tout le monde. D'accord? Donc, si on veut, par exemple, donner l'exemple en Tunisie, parce que j'étais il n'y a pas longtemps dans une émission où on parlait de la femme, qui vit à la campagne, donc, et ces femmes-là qui représentent 60% donc de la population, qui aujourd'hui, donc c'est la main d'œuvre qui aujourd'hui soutient et qui porte en fin de compte l'économie sur le plan de la main-d'œuvre agricole, eh ben, cette femme, elle n'est pas payée de la même façon que l'homme. La femme, aujourd'hui en Tunisie, dans un pays où la femme a tous ses droits, eh ben, la femme, à la campagne, elle est payée moins que l'homme. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Non, non, pas du tout. Mais dites-moi, Sonia Zgharaoui, pourquoi ne voulez-vous pas parler de ce problème, plutôt de ce point, de cet aspect de la bigamie et de la polygamie en Tunisie? Non, c'est pas que j'en veux pas, je veux pas en parler. En fait, moi, dissocier la femme et la sortir de la société comme étant un cas à part, c'est comme si on parlait des handicapés ou des enfants ou je sais pas trop quoi. Non. Pour moi, la femme, moi aujourd'hui, je ne parle pas de la femme en tant qu'être à part. Je parle plutôt d'une femme citoyenne qui a des droits citoyens. Et cette femme citoyenne, quand elle a ses droits, que ses droits sont égaux devant la loi et qu'elle a les mêmes opportunités que l'homme, que cette femme soit une vraie citoyenne, qu'elle contribue donc à l'évolution de son pays dans un projet politique, économique, démocratique et social donc comme elle représente plus que 50% maintenant de la population dans les pays du Maghreb, eh ben cette femme, on ne doit pas la prendre à part. Je ne pense pas aujourd'hui, en 2016, avec toute la situation économique qui est déplorable, avec toute cette situation où il y a un amalgame entre et donc une intrication entre le terrorisme, la pauvreté, tout ça, on va prendre la femme toute seule et on va commencer à parler de droits tels que l'héritage, tels que la polygamie. Honnêtement, moi, j'ai pas de temps, j'ai pas le temps de parler de cela. Moi, je pense que nos économies, nos pays sont en danger. Nous avons d'autres soucis, de très très grands soucis, qui peuvent donc faire carrément chuter les institutions de nos États. Et je trouve que aujourd'hui, c'est beaucoup plus important de parler de la femme active, la femme qui contribue à la construction. Justement, Sonia Zgharaoui, excusez-moi de vous avoir interrompu. Justement, pour parler de la femme active et pour apporter de l'eau à votre moulin. Alors, une question. Oui. Justement, ce que nous connaissons généralement, nous tous qui ne sont pas en Tunisie, c'est l'image de la Tunisienne, de la Tunisoise, très développée, très, comment dirais-je, libérée, habillée à l'occidental, qui occupe un poste important, qui est très dynamique. Mais en fait, et en réalité, comme vous venez de le dire, nous connaissons très mal la majorité des femmes tunisiennes, les femmes tunisiennes rurales justement, qui sont massivement dans le milieu agricole, rural, et dont on ne sait presque rien, et qui sont très loin d'être aussi libérées que cette image d'Épinal qu'on nous vend généralement. Alors, je vous explique. Pour moi, c'est-à-dire que l'État tunisien a toujours marchandé sur le dos des femmes. En fait, on a toujours présenté la femme tunisienne comme étant un modèle à suivre. D'accord? Alors, présente dans le milieu politique, ouais, mais est-ce que vous voyez des femmes tunisiennes, par exemple, qui ont des ministères, des portefeuilles de ministères très importants, ministre des Affaires étrangères? Non. Ministre de la Défense? Non. Ministre de l'Intérieur? Non. Alors, la femme tunisienne a jusque-là été ministre des affaires sociales, de la femme. Donc, honnêtement, présenter la femme comme, tunisienne comme étant un modèle, je pense que c'était plutôt une image qu'on voulait montrer, mais qui n'est pas vraiment réelle. Pour moi, la femme tunisienne, c'est cette femme rurale dont vous parlez. C'est cette femme qui représente une grande partie de la main-d'œuvre en Tunisie.
cette femme qui aujourd'hui n'arrive pas à avoir ses droits. En fait, pour moi, d'après moi, et je pense que toutes les femmes sont d'accord, si vous nous donnez, si on arrive à avoir nos droits de citoyenne, on n'a plus c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'avoir des droits à part. D'accord? Des droits à avoir. Pourquoi, quand je suis citoyenne dans un pays de droit, où il y a une démocratie, un projet social, un projet économique, donc je suis dans ce projet comme étant une citoyenne qui appartient à ce pays et prochainement peut-être pas au Maghreb pour construire donc donc mettre donc mon empreinte dans la construction d'un projet sociétal et d'un projet économique et politique. Donc parler de la femme comme ça et prendre la femme comme étant un être à part ou qu'on doit aider, qu'on doit non. La femme aujourd'hui va à l'école, va à l'université, elle représente plus de 50% des jeunes qui sont à l'université en Tunisie. La femme, quand elle réussit dans les résultats scolaires, c'est une femme qui excelle. Donc le mérite lui donne sa part et sa place. Et c'est une place méritée. On n'a plus besoin de nous donner. Donc c'est comme si on nous offrait des miettes. Nous sommes des citoyennes, on va avoir des droits de citoyens, mais on n'a pas besoin d'être traités. Restez avec nous, Sonia Zakraoui. Je reviens à vous dans un moment. Nous revenons à Aziz, qui est avec nous maintenant. J'espère qu'on va bien l'entendre. Aziz, vous êtes avec nous? Oui, monsieur Béchenou. Ah, bonsoir. parfait. Très bien. Bonsoir, Aziz. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez fêté aujourd'hui cette journée en allant manifester comme vous le faites si souvent pour qu'éclate la vérité concernant les disparitions forcées dont votre propre fils qui vous a été arraché de vos propres bras et qui a disparu depuis et que vous ne cessez de réclamer à corps et à cri. Parlez-nous un peu de cette journée, de la façon dont vous l'avez vous-même commémorée. Oui, monsieur Béchenouf, effectivement, aujourd'hui, comme on a profité, c'est la journée internationale de la femme. Nous, en tant que femmes, bien sûr, on a profité pour nous rassembler devant l'ONDH et pour manifester, pour crier que la journée de la femme, nous, c'est vrai qu'il y a des femmes qui sont heureuses, qui ont été, on leur a offert des fleurs, on leur a offert des repas, ils étaient heureux. Mais par contre, nous, les mamans, on était vraiment, je peux pas vous dire la situation dans laquelle on était. Alors, il y avait les mamans et on criait pour réclamer toujours la vérité et la justice. Et par cette occasion, on a profité de descendre en face de l'ONDH, enfin devant le portail de l'ONDH, parce que dernièrement, M. Ksantini a dit que le dossier est c'est-à-dire c'est bon, le dossier est classé. Donc on a été, nous, pour lui dire que le dossier ne sera jamais classé tant que la dernière des mamans ne connaîtra pas la vérité et le sort qu'il a eu son fils, qui a été réservé pour son enfant ou son mari ou son frère ou... Donc, vous savez, le mauvais temps, on est resté depuis 10h du matin jusqu'à midi et on a manifesté. Ensuite, je suis rentrée à la maison. Aziz, vous savez pourquoi on vous a invité à cette journée de commémoration de la femme? D'abord parce que vous êtes une femme, bien sûr, mais surtout parce que nous voulions vous témoigner la reconnaissance des journalistes d'Al Magharibiya pour tout le courage des femmes, des mamans de disparus qui n'arrêtent pas de revendiquer leur droit à savoir ce que sont devenus les leurs, mais vous le faites d'une façon vraiment admirable depuis maintenant 2 décennies et plus, et vous n'avez jamais marqué le pas et vous n'avez jamais accepté de faire marche arrière, malgré les tentatives de corruption, l'argent qu'on vous a offert, les pressions qu'on vous a fait subir, etc. Et donc c'est pour ça que nous vous avons invité. Je tenais à vous le dire et je vous laisse poursuivre, Madame Aziz. Merci, Monsieur Benchenouf. Vous savez que par la même occasion, je vais vous dire quelque chose. Il y a une maman
une maman qui est décédée il y a 2 jours. Allô? Oui, oui, on vous écoute, Aziz. Oui, il y a une maman d'un enlevé forcé, comme je dis moi, qui est décédée il y a 2 jours. C'était une femme qui était très active avec nous. Elle s'appelle Madame Belmokhtar Saadia. Et elle avait toujours de l'espoir de revoir son enfant. Et malgré ça, elle est morte, la pauvre, et sans connaître le sort de son enfant. Et je pourrais pas vous expliquer et commenter la douleur que nous avons au fond de notre cœur. Elle est partie sans connaître le sort de son fils. Et ce n'est pas qu'elle. Il y a des milliers de mamans avant elle qui sont parties de ce monde sans connaître la vérité. Et nous, on est là, on réclame toujours la vérité. Mais je ne sais pas pourquoi ce pouvoir fait le sourd. Et nous, on demande à ce pouvoir, malgré qu'on sait que ce pouvoir et ce dossier est... Comment je pourrais vous dire que vraiment, je sais qu'il y a beaucoup de choses dans le dossier, que le dossier des disparus est un dossier qui est très 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 lourd, mais il faut, et on va les forcer à nous dire la vérité et ouvrir ce dossier avec sa douleur et toutes ces atrocités qu'il y a. Madame Aziz, vous qui êtes une femme et une maman, est-ce que vous ne reprochez pas aux autres femmes et aux autres mamans qui sont dans d'autres associations, dans d'autres dynamiques, est-ce que vous ne leur reprochez pas de ne pas vous avoir épaulé, de ne pas vous avoir soutenu, elles qui, elles aussi, ont des maris, ont des frères, ont des enfants qui auraient pu être enlevés comme les vôtres? Oui, Monsieur Bechenouf, on n'a pas cessé de dire ça. Ce qui est arrivé à nos enfants peut vous arriver à vous aussi, à vos enfants. Donc venez et soyez solidaires avec nous. Nos enfants ont été enlevés ici, en Algérie. Nos enfants ne sont pas sortis, se sont évaporés dans la nature. Nos enfants, ils sont venus de la maison, du lieu de travail, ils les ont enlevés. Donc, on leur dit de venir, mais vous savez, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la fête internationale de la femme. Les gens avec des fleurs, vous savez, qui passaient devant nous avec des fleurs bien maquillées, bien arrangées. Eh bien oui, c'est ça. Restez avec nous, Madame Aziz, restez avec nous. Je rappelle qu'il y a eu environ 20 000 cas de disparition forcée en Algérie durant la fameuse décennie rouge ou noire, selon que l'appellent les uns et les autres. Je reviens à Zoubida Assoul. Zoubida Assoul que nous venons de perdre, nous allons essayer de la joindre de nouveau. Alors je reviens à Hodna Bennani. Hodna Bennani, vous êtes avec nous? Je suis là. Alors, expliquez-moi, comment pourrait-on concilier les aspirations d'une partie importante de nos sociétés qui veulent ancrer leur développement et leur avancée dans leur tradition, dans leur propre échelle des valeurs, leur propre échelle culturelle, avec ce souci d'aller de l'avant, de libérer la femme, d'en faire une citoyenne à part entière? Comment concilier ces deux visions de la vie? Avec les acquis qu'actuellement les femmes, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la société civile et le mouvement féministe au Maroc est optimiste parce qu'il a accumulé quand même une expérience dans le domaine de la défense des droits des femmes. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un processus, il faut quand même être un petit peu patient pour arriver effectivement à l'égalité et à la parité. Et on va continuer à travailler justement dans ce sens. C'est vrai qu'il y a des problèmes économiques au Maroc, surtout qui touchent les femmes, mais ça ne touche pas seulement les femmes, parce que le problème économique touche aussi bien les hommes que les femmes. Donc, il faut quand même travailler aussi sur le changement des mentalités
et pour essayer de diffuser une culture de l'égalité, pour qu'on ne dise plus à la femme le marahachak et tout ça. Je crois que cette culture finira par disparaître parce qu'il y a quand même des mouvements sociaux, il y a les moyens de télécommunication dans le monde, il y a beaucoup de choses qui peuvent aider à arriver au changement. Mais Hotna Bennani, même question que j'avais posée à Sonia Zghraoui, que j'aurais pu poser à Zoubida Assoul, c'est-à-dire en Algérie, au Maroc ou en Tunisie. Oui. Les femmes que nous connaissons les plus, celles qui apparaissent, qui sont les plus visibles, ce sont les femmes des villes, les femmes qui occupent certains postes, certaines fonctions, qui sont très actives, qui sont journalistes, qui sont avocates, qui sont politiciennes. Mais la grande majorité, au Maroc aussi, l'immense majorité, peut-être 80 ou 90% des femmes rurales qui triment, qui travaillent, qui sont dans la misère, pourquoi ne les connaît-on pas suffisamment? Pourquoi ne sont-elles pas visibles? Pourquoi ne les voit-on jamais? Si, nous nous connaissons au Maroc. On sait qu'ils ont beaucoup plus de problèmes que les femmes citadines, etc. Mais quand même, au niveau du Maroc, on a commencé une régionalisation avancée, c'est-à-dire qu'il y aura un système de région, donc on va prendre en considération plus on compte les besoins des populations reculées au niveau de la campagne. Et puis, après l'expérience des élections de 2015, moi je sais qu'il y a des femmes de la campagne analphabètes qui ont pu accéder au conseil communal. Et donc, il y a des prémices de changement qui commencent. Oui. Alors, Zoubida Assoul, on n'arrive pas à la voir. Sinon, dites-nous, les femmes politiques au Maroc, est-ce que vous pourriez nous en parler? Est-ce qu'elles existent de façon notable? Est-ce qu'elles sont juste là pour la galerie, pour la façade protocolaire? Si, des fois, c'est vrai que des fois on le fait pour la galerie, mais des fois c'est quand même appliqué dans la pratique, hein, parce qu'on a quand même des femmes ambassadrices, des femmes ministres, au niveau des universités, la moitié des étudiants sont des femmes, les femmes excellent plus que les hommes, c'est-à-dire que c'est pas pour la galerie. Des fois, oui, ils voudraient bien que ça sera pour la galerie, mais il y a quand même une société civile qui est quand même capable de défendre ses droits. Restez avec nous, Hotna Bennani. Zoubida Assoul que nous venons de retrouver. Zoubida Assoul, la même question que j'ai posée à Sonia Zghraoui et Hotna Bennani, ces femmes qui sont invisibles, les femmes de l'Algérie profonde, les femmes de la ruralité qu'on ne voit jamais ou presque dans les télévisions, et pourtant qui sont là, qui travaillent, qui sont invisibles, qu'on ne voit pas. Et encore, l'Algérie a la chance d'avoir des ressources hydrocarbures massives, conséquentes, qui permettent un peu une situation qui n'est pas la même en Tunisie et au Maroc où beaucoup de femmes sont obligées de travailler. Mais pourquoi ne voit-on jamais ces femmes de l'Algérie profonde? Pourquoi sont-elles aussi invisibles? Non, pas aussi invisible que vous le dites quand même. La chance qu'a l'Algérie, c'est quand même c'est un des pays maghrébins où la scolarité est très très importante. Elle va au-delà de 90%. Donc les femmes vont à l'école, sauf si elles choisissent à un certain moment autre chose. Mais les femmes sont instruites en Algérie. Maintenant, il y a des femmes maintenant, même si elles sont instruites, elles choisissent de faire de l'agriculture, de faire de l'artisanat, de faire du développement durable dans le domaine de l'agriculture, de l'artisanat, carrément du développement local. Elles choisissent, c'est un choix. Donc c'est très bien il faut un peu de tout pour faire l'économie d'un pays. On ne peut pas toutes être des femmes politiques ou toutes être des enseignantes ou des médecins. Il y en a beaucoup. Le taux est très important en Algérie dans tous les secteurs. Les femmes sont très présentes et massivement avec des pourcentages quand même assez importants. La santé, vous avez plus de 60% des femmes qui sont médecins. L'éducation, plus de 55%, des médias, des journalistes, plus de 59%, des magistrats, 44%. Quand même, les femmes algériennes, on peut dire que parmi les pays de la région MENA, c'est un des pays qui est vraiment classé premier. Bon, maintenant, rien n'empêche qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Ça ne veut pas dire qu'on a atteint la perfection.
Il y a énormément de choses à faire. Il y a aussi le problème qui se pose, c'est que les dernières années, notamment depuis qu'on a connu la période du terrorisme, on nous a inventé un nouveau mode sociétal dans notre société. Nous avons l'esprit Daesh parce que Daesh, avant que ça soit de la violence physique ou des assassinats, c'est d'abord un esprit. Donc on nous importe des idées qui sont totalement étrangères à notre culture algérienne, à notre religion. Le peuple algérien est heureusement musulman depuis plus de 14 siècles. C'est pas aujourd'hui qu'on va leur apprendre à être musulman. Mais il faut croire qu'il y a énormément de forces conservatrices qui veulent utiliser parfois la religion, parfois les traditions, pour essayer d'empêcher la femme de devenir citoyenne à part entière et de participer au développement du pays. Donc le pays aujourd'hui, l'Algérie connaît un peu une crise financière parce que la chute du prix du baril de pétrole. Aujourd'hui, on a besoin de l'ensemble des Algériens et des Algériennes pour construire une économie, pour développer le pays avec une économie productive. Et les femmes sont à l'avant-garde, elles sont capables, elles sont chefs d'entreprise, elles sont capables d'entreprendre, elles sont capables d'avoir des idées novatrices. Merci. Elles sont aussi, elles, le moteur du changement et de la modernité. Zoubida Assoul, merci. Nous arrivons à la fin de l'émission. Je vais donc faire un dernier tour de micro, moins de 2 minutes par invité. Nous allons passer à Aziz. Aziz. Est-ce que Aziz est avec nous? Oui, je vous entends, monsieur. Alors, en moins de 2 minutes, Aziz, le mot de la fin. Eh bien, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que j'espère que les autorités vont finir par se mettre dans la tête qu'il faut ouvrir ce dossier et dire aux mamans la vérité. Et puis c'est tout, hein. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rien faire, nous. Et au moins qu'ils nous disent s'ils sont vivants, qu'ils les libèrent. Et s'ils sont morts, qu'ils nous disent qu'on puisse faire notre deuil. C'est tout. Et puis qu'est-ce qu'on dit? On va dire Hasbunallah wa ni'mal wakil. Merci, Aziz. Hodna Bennani, le mot de la fin, s'il vous plaît. Je voudrais rendre un hommage à toutes les femmes qui combattent pour leurs droits et je leur dis qu'il faut continuer le combat et qu'elles ne peuvent avoir leurs droits que par eux-mêmes. Merci beaucoup, Hodna Bennani. Sonia Azkraoui, c'est vous qui allez conclure si vous avez un appel à lancer. Ouais, alors je voudrais vous dire d'abord que par rapport à, vous avez dit, des femmes qui font la façade en politique, il y a même des hommes qui font ça. Je voulais vraiment le signaler. En fait, je voudrais aussi dire que la femme citadine qui est là et qui est présente doit aujourd'hui batailler pour les femmes qui n'ont pas encore leurs droits. Elles ont le devoir de les sortir de l'obscurité. Il faut que le combat de la femme soit un combat citoyen qui n'a rien à voir avec un sexe à part. Nous sommes des citoyens à part entière. Et aujourd'hui, je voudrais terminer par une chose. Aujourd'hui, je ne peux pas, honnêtement, fêter la journée de la femme, quand la femme palestinienne vit sous donc une occupation, quand la femme syrienne est aujourd'hui traquée comme un animal et qui est obligée de se lancer comme ça dans des bateaux pour fuir le pays. Je ne pourrai jamais fêter la journée de la femme quand des femmes dans mon pays n'arrivent pas à avoir l'égalité dans le salaire, dans leurs droits devant la loi. Je trouve qu'aujourd'hui, la femme arabe a vraiment beaucoup d'opportunités pour établir un équilibre. Nous ne demandons pas à être l'égal de l'homme. Nous demandons à être des citoyennes à part entière pour construire nos pays et pour essayer de les sortir de problèmes qui s'avèrent et qui s'annoncent durs pour les décennies à venir. Construire des États qui sont capables d'affronter le terrorisme, capables d'affronter l'économie parallèle, la criminalité et la contrebande, et nous sommes surtout tenus à donc enfanter et à éduquer des enfants de qualité pour pouvoir présenter à nos pays, à nos patries, les hommes du futur, les hommes qui essaieront de nous sortir de ce pétrin où nous sommes, parce que nous sommes vraiment très mal barrés dans nos pays. Et je voudrais continuer sur un hommage, un grand hommage
à la femme palestinienne et aujourd'hui à la femme syrienne et irakienne qui est en train de se battre sur tous les fronts. Merci. Et voilà, donc j'espère qu'on se reverra, moi, ma copine, donc plutôt Madame Beneni au Maroc, Madame en Algérie. Hassoul et Madame Oumaziz. Ouais. Oumaziz aussi, sur une même table, parlant de notre grand Maghreb arabe. Merci. Je vous remercie, Sonia Zakraoui, je vous remercie Hodna Benani, je vous remercie Oumaziz, je vous remercie Zoubida Hassoul. En fait, au-delà des motivations des uns et des autres, des unes et des autres, l'appellation même de cette journée, censée être celle qui fête les femmes et qui leur rend hommage, porte en soi quelque chose de trouble. Le fait de dire la journée internationale de la femme et non la journée internationale des femmes montre que cette commémoration reste juste dans le symbolique, dans le global, dans le formel, sans plus de vraies préoccupations. Comme si toutes les femmes, leur souffrance, l'oppression et la violence dont elles sont victimes n'étaient qu'un concept presque abstrait de l'événementiel de routine à classer dans les mêmes rubriques onusiennes de la journée mondiale de la marionnette, la journée mondiale du cerf-volant, etc. L'émission est arrivée à son bout. Merci à nos invités. Donc, merci à vous de l'avoir suivi. Salam alaikum. Qawala khair, bislama.